Je vais faire comme mes prédécesseurs. Je vais remercier Jean-Jacques Hublin de m'avoir convié à cette journée fort intéressante. Et je vais donc vous parler des sépultures multiples. Je vais revenir dans un instant sur ce que j'entends par multiples, des chasseurs-cueilleurs européens, mais pas que, puisque il s'agit aussi d'essayer de montrer dans cette intervention comment on peut réfléchir sur des comportements du passé très lointain, en essayant de bâtir des modèles contemporains, en tout cas basés sur des données ethnographiques ou historiques. Alors, je vais partir de deux questions qui avaient été posées il y a une vingtaine d'années par Alain Testard, qui a été évoqué ce matin, dans son ouvrage sur les morts d'accompagnement. Je reviendrai aussi sur ce concept. Et Alain Testard se demandait pourquoi donc tous ces chasseurs-cueilleurs font-ils des tombes doubles et pourquoi en font-ils tant ? Alors, ce sont des questions qu'on peut étendre aux sépultures multiples. Et qu'est-ce que c'est que les sépultures multiples ? Ce sont des sépultures dans lesquelles on a déposé plusieurs défunts, au moins deux, avec la particularité qu'ils ont été déposés en même temps, donc simultanément. C'est l'exemple que vous avez sur la gauche, où vous avez une fosse dans laquelle ont été inhumées des victimes de la grande peste du XIVe siècle. Et donc tous ces corps ont été inhumés en même temps. Donc on va appeler sépulture double le cas particulier d'une sépulture multiple qui ne contient que deux corps, et pour trois corps, ça sera, vous vous en doutez, une sépulture triple. Alors ces sépultures multiples, dans le vocabulaire au moins français, ça s'oppose à ce qu'on appelle les sépultures collectives, qui elles aussi vont contenir plusieurs corps, mais qui ont été déposés successivement au fil du temps, typiquement au fur et à mesure des décès. Donc c'est ce qu'on trouve notamment dans les ensembles néolithiques. Alors vous avez ici un hypogée, mais ça peut être les dolmens ou ça peut être les cavités karstiques. Alors je ne vais pas vous détailler comment on peut différencier les deux, mais il y a des moyens pour dire si des corps ont été déposés ensemble ou simultanément, ou si ce sont des dépôts décalés. Donc ça repose sur des arguments contextuels et ostéologiques que je n'ai pas le temps de détailler, donc je vous demanderai d'admettre qu'on peut le faire, au moins dans certains cas. Alors pour revenir aux questions, bon, la première interrogation, c'est de savoir si elles sont pertinentes. C'est toujours intéressant de savoir si on pose des bonnes questions. Alors pour le paléolithique récent, la période où on inhume le plus, et de très loin, sauf vraiment à la toute fin de la période, c'est le Gravétien. Et on dispose de la synthèse de Dominique-Henri Gambier qui nous dit que on a 6 sépultures multiples avérées pour 30 dépôts individuels, ce qui fait un taux d'à peu près presque 17%. Toujours pour des chasseurs-cueilleurs, donc pour le Mésolithique, on a une autre synthèse, celle de Judith Grunberg, qui nous dit pour les tombes isolées, 14 et quelques % de tombes multiples, et pour les cimetières, presque 16%. Donc globalement, pour ces chasseurs-cueilleurs, on tourne autour d'une quinzaine de % de sépultures multiples. Et si on regarde par comparaison, pour le néolithique, donc pour période ancienne moyenne, on a là aussi une synthèse, un recensement qui a été fait par Philippe Chambon et Jean Leclerc. Et donc sur 1189 sépultures, on en a 45 doubles et 6 qui contiennent 3 individus ou plus, ce qui fait un taux relativement faible de 4%. Donc on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux. Et je souligne tout de suite, alors c'est un peu à côté des statistiques, mais que, et ça c'est un fait général qu'on constate pour toutes les périodes, il y a un peu trop d'individus immatures dans ces sépultures. Donc on a bien deux questions. La première, c'est une question générale. Finalement, pourquoi on va inhumer dans une même sépulture et au même moment plusieurs individus? Et puis, il y a une question un peu plus particulière. Pourquoi les chasseurs-cueilleurs faisaient-ils plus ça que leurs successeurs néolithiques? Alors, on va déjà essayer de répondre à la première question. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle dans notre jargon, là, essayer de balayer l'éventail du possible. Et pour essayer d'être assez complet, on va procéder en faisant un arbre comme ça et en opposant à chaque fois deux cas qui s'excluent. Et donc la première opposition qu'on peut faire, c'est que dans un dépôt unique, il peut y avoir des individus qui sont décédés au même moment ou à peu près, ou alors des individus qui sont décédés à des moments différents. Alors première question, est-ce qu'on peut, pour les chasseurs-cueilleurs, trouver des cas où les individus sont décédés à des moments différents? Alors pour le paléolithique récent, les données ne sont pas suffisamment probantes pour le dire,
mais on a quelques cas pour le Mésolithique, où là, on peut quand même affirmer que c'est le cas. Alors, vous pardonnerez la piètre qualité de la photo de gauche, mais ça sera sûrement fait quand vous apprendrez qu'elle a pratiquement 100 ans, hein, puisque les fouilles de Théviec se sont déroulées à la fin des années 20, et on peut remercier Marthe et Saint-Just-Pécard de nous avoir livré une documentation abondante et tout à fait exceptionnelle pour l'époque. L'autre fouille est plus récente, c'est une sépulture du Lot-et-Garonne. Ce que vous voyez, ces deux configurations semblables, alors vous voyez un individu qui est en connexion de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il a gardé sa cohérence anatomique, et toutes ces connexions articulaires sont conservées. Bon, je vous fais grâce des crânes, mais il y a des explications sur le basculement. Ce qui signifie que le temps entre le décès et l'inhumation a été suffisamment bref pour que la décomposition n'ait pas eu le temps d'entraîner les premières dislocations articulaires. Tandis que, à côté de ces deux individus, vous avez un tas d'os, avec ici, alors il y en a deux, il y a un adulte et un immature, et là il y a un seul adulte. Et là vous voyez que c'est vraiment un amas d'ossements qui n'a plus rien d'organisé, en tout cas d'anatomiquement organisé. Et là, à contrario, il a fallu suffisamment de temps pour que la décomposition puisse entraîner la disparition des contentions articulaires, sauf si évidemment on a mis quelques coups de canif pour que ça aille plus vite. A priori, ce n'est pas le cas ici. Donc, on a bien une inhumation simultanée. Encore une fois, je vous fais grâce des critères qui permettent de le dire, mais on peut le dire, d'individus qui manifestement sont morts à des périodes différentes. Donc, on a bien ce cas-là, et la question c'est pourquoi faire ça, pourquoi on ferait ça? Alors d'abord, il y a un phénomène qui est largement répandu, c'est que on transporte souvent les gens qui sont morts pendant les déplacements, on a tendance à les ramener. Alors soit parce qu'on veut les inhumer dans son cimetière quand on a un lieu préférentiel d'inhumation, on a par exemple ça chez les pasteurs nomades, qui, lorsqu'une personne décède sur la route, le ramène de façon à l'inhumer dans le cimetière du groupe. Ou on a aussi les cas où les gens ne veulent pas laisser les morts sur place. Alors assez typiquement, c'est les morts à la guerre qu'on va chercher à ramener. Vous savez sans doute que les croisés ont cherché à les ramener par tous les moyens pour pas qu'ils soient enterrés en terre musulmane. Et tous les moyens, ça consistait alors parfois à essayer de conserver les corps de façon à ce que la putréfaction ne fasse pas son travail, alors avec plus ou moins de succès. Mais souvent, en réalité, on brûle, donc on brûle les cadavres, on rapporte les cendres, ou alors on fait une décarnisation, on enlève les chairs et on ne rapporte que les os. Alors, sauf pour les petits-enfants, parce que les petits-enfants, c'est pas lourd. Voilà, donc on a cette possibilité-là. Et puis, chez les chasseurs-cueilleurs, on a un autre phénomène qui est très bien documenté pour l'Australie et aussi en partie pour l'Amérique du Nord. On sait que les gens vont se promener avec leurs morts, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas abandonner tout de suite leurs défunts, ils vont les garder un certain temps, et puis ils vont les transporter. Alors après, pourquoi on les met ensemble? Alors dans le premier cas, bon, il peut arriver que les gens qui sont morts au cours d'un même déplacement ou au cours d'un même conflit soient inhumés en même temps. Et puis pour les chasseurs-cueilleurs, on a des raisons parfois un peu étranges. Alors c'est Sarah Musgrave, une Australienne, qui raconte dans ses mémoires, donc elle vivait au XIXe siècle et au tout début du XXe, et puis dans ses mémoires, elle raconte qu'elle assiste à des funérailles d'un homme, d'un aborigène d'un certain âge, et elle s'étonne qu'il n'y ait pas de jeune garçon avec lui. Et elle explique que c'est parce que dans cette tribu, quand un jeune enfant mourait, un enfant en bas âge, jamais on ne l'inhumait seul. Il fallait qu'il soit accompagné, et donc on attendait qu'un homme adulte meure pour l'inhumer avec lui, et ce qui fait que les femmes pouvaient promener leur enfant mort pendant des mois, voire des années, certains cas, en attendant qu'un homme adulte meure pour qu'on puisse le mettre avec lui. Donc voilà une première possibilité qu'on peut retenir pour les chasseurs-cueilleurs. Les décès décalés, oui, ça peut expliquer un certain nombre de cas où on a plusieurs individus qui ont été déposés en même temps dans une sépulture. Donc les morts transportés, en particulier les enfants. Alors si on revient maintenant aux décès qui se déroulent à peu près en même temps, on a deux cas de figure. Soit c'est complètement indépendant, donc les gens décèdent à peu près au même moment par le simple fait du hasard.
soit il y a quelque chose qui lie les décès entre eux. Alors, les décès indépendants, comme ça, on se dit, bon, on ne voit pas pourquoi on mettrait des gens qui sont décédés complètement par hasard dans la même fosse. Alors, on connaît au moins un cas qui est ce qu'on appelle le mariage posthume ou le mariage fantôme dans certaines provinces de Chine, et qui consiste quand un homme adulte ou une femme adulte meurt sans être marié, à aller chercher un autre cadavre, mort à peu près en même temps, et ils sont mariés et ils sont inhumés dans la même tombe. Alors pour la petite histoire, ça donne lieu à un trafic parce qu'on achète le cadavre pour marier avec son enfant mort. Et donc il y a du trafic de cadavres, et puis il semble que quand on n'en trouve pas facilement, on les fabrique. Donc il y aurait quelques crimes. Voilà, bon, ça c'est un cas vraiment très particulier. À ma connaissance, c'est le seul dans cette gamme-là. Mais pour dire que tout peut exister, quoi. Donc, on ne va pas le retenir quand même comme une hypothèse franchement probable. Et donc, on va passer au cas où les décès sont dépendants. Et là, il y a encore une fois une dichotomie qui est simple. Soit ceux qui sont dans la fosse, dans la tombe, sont morts pour une même raison, soit il y en a un qui est mort et ça a entraîné le décès des autres. Donc ça va être l'accompagnement. Mais la première raison, donc la cause commune, on va rentrer dans ce qu'on appelle les crises de mortalité. Et les crises de mortalité, ce sont des augmentations rapides et brutales de la mortalité dans un groupe. Donc ça va créer beaucoup de morts, et une façon de les gérer, très souvent, effectivement, c'est de creuser un seul trou pour plusieurs. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Et les causes de ça, ce sont ce qu'on appelle parfois les obstacles malthusiens, donc essentiellement les épidémies, la violence armée aussi, vous connaissez tous les charniers de massacres à droite et à gauche, et puis éventuellement les famines. Et donc tout ça, c'est extrêmement commun. Bon, je ne vais pas détailler plus, et il n'y a à peu près aucune raison qu'il n'y ait pas eu ça chez des chasseurs-cueilleurs. Alors, avec des ampleurs moindres, mais il y a quand même toutes les chances que ça ait existé, donc c'est quelque chose qu'on peut retenir. Quant à l'autre possibilité, un décès est la cause des autres, c'est ce que Alain Testard a décrit sous la pratique des morts d'accompagnement. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ça, parce que bon, je vous renvoie au livre d'Alain Testard, que je vous conseille de lire. Donc, d'une manière générale, un mort d'accompagnement, c'est une personne qui se donne la mort ou qu'on va tuer à l'occasion du décès d'un personnage. Alors, ça peut être entendu d'une façon assez large, quelqu'un qui a un rôle social ou qui est en vue. Alors, pour le faire très simple, d'une manière générale, de toute façon, ça traduit toujours une dépendance entre l'accompagnant les accompagnants et l'accompagné. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance qui est soit une dépendance d'État, par exemple ce sont des esclaves, soit une dépendance de fait, quelqu'un qui est soumis ou qui est dominé dans un rapport social de domination. Alors, dans toute cette patate-là, on peut faire quand même deux grands groupes. Le premier, c'est ce qui se passe au sein de la famille nucléaire. Alors, chose très classique, ce sont les enfants tués à la mort d'un parent. Il y a un parent qui meurt, si c'est un enfant en bas âge, on le tue avec. Alors pour nous, ça nous paraît absolument affreux, mais en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement répandu, qui se fait pour des tas de raisons d'ailleurs. Et donc ça, on trouve ça à toutes les périodes, à toutes les époques et dans tous les types de sociétés. Autre exemple de ça, la sati, je suppose que ça dit à peu près à tout le monde, c'est la coutume chez les Indiens pour la veuve de se jeter sur le bûcher de son mari. Et puis le jepi, c'est plus intéressant, c'est une pratique qui a été décrite par Pierre Clastre dans son étude sur les Hatchés du Paraguay, et qui concerne donc les Hatchés et les groupes environnants, et qui sont des chasseurs-cueilleurs, et c'est là que ça devient intéressant. Et donc le jepi, ça consiste quand un homme mûr, un chasseur, un guerrier meurt, à l'accompagner par un enfant, et typiquement c'est une de ses filles. Donc on prend une de ses filles, et puis on la tue, même des fois on la tue pas, on la met vivante dans le trou. Et ça peut être une petite fille, mais ça peut être parfois une adolescente. Et quand on leur pose la question de savoir pourquoi ils font ça, alors ils disent eux-mêmes « Ah, c'est pour l'accompagner, pour qu'il soit pas tout seul », mais il y a autre chose derrière, il y a aussi, c'est pour
c'est pour rétablir l'injustice qu'il a subie en mourant. Donc bon, ça c'est des idées un peu particulières, mais vous voyez, il faut quand même les imaginer, c'est vraiment des trucs de chasseurs-cueilleurs. Bon, toujours est-il que pour dire que tout ce qui se passe au sein de la famille nucléaire, c'est pas très intéressant, ça ne fait que traduire la suggestion des enfants aux adultes et puis la domination de l'homme sur la femme. Hein. Bon, ça, on n'y peut rien, mais elle est universelle. Enfin, en tout cas, dans les sociétés traditionnelles. Donc tout ça, on va qualifier ça d'accompagnement non hiérarchique, ça se trouve partout, c'est pas très intéressant. Tout le reste, ça traduit la manifestation d'un pouvoir. Ça signifie que ceux qui pratiquent, dans la société où ça se pratique, il y a une hiérarchisation, il y a une stratification avec des gens qui ont une autorité, enfin pas forcément une autorité, mais enfin qui sont hiérarchiquement au-dessus des autres. Très souvent, donc, le rapport social existait avant la mort, c'est-à-dire qu'on va tuer des gens qui étaient des serviteurs royaux, qui étaient des esclaves, qui étaient parfois des amis. Il y en a qui se donnent la mort tout simplement parce que bon, leur chef ou leur compagnon est mort, donc ils vont se donner la mort. Et puis, bon, des fois, il n'y a pas de lien antérieur. Ça, c'est extrêmement répandu. Donc, Testard a montré que c'était... il y en a pratiquement dans tous les types de sociétés aussi, pratiquement partout dans le monde. Alors, ça ne veut pas. Donc, l'accompagnement non hiérarchique, ça, on peut le conserver comme une hypothèse tout à fait recevable. Notamment les enfants tués, hein, ça c'est vraiment quelque chose de très classique, et puis éventuellement d'autres formes type JP amazonien. La question concerne l'accompagnement hiérarchique. Y a-t-il pu y avoir de l'accompagnement hiérarchique au paléolithique, en tout cas récent, et au mésolithique? Alors d'abord, comment on ferait pour le reconnaître? Alors, dans son étude, Testard a bien montré que cette hiérarchie qui existe chez le vivant va se poursuivre dans la mort et va se traduire par une asymétrie dans les dépôts à l'intérieur de la tombe. Et c'est une asymétrie qui va porter sur trois dimensions, sur l'organisation spatiale générale, sur les positions et sur le mobilier. Alors, je vous ai mis ici deux exemples qui ont l'avantage d'être documentés aussi par l'histoire ou l'ethnographie. À gauche, c'est un Kourgan site qui se situe en Ukraine. Et on connaît très bien l'accompagnement chez les Scythes parce que ça a été très bien décrit par Hérodote. Alors Hérodote vit au 5e, le Kourgan est du 4e, mais on n'est pas très décalé. Et là, si vous voulez, vous avez... alors ici, vous avez une femme et un enfant qui sont sur une espèce d'estrade, alors que les autres, là, ils sont par terre. Donc il y a déjà une mise en valeur de ces deux personnages. Ils sont richement parés, ils ont plein de parures. Les autres, ils n'ont pas grand-chose. Donc là, asymétrie dans le mobilier. Et puis, ils ont été bien installés, alors que bon, les autres, parfois, ils semblent avoir été un peu jetés. Alors, bon, vous pouvez lire en dessous, ça c'est les interprétations des fouilleurs. Donc bon, parce que lui, il a des roues, c'était le cocher. Lui, il a des flèches, c'était le garde du corps. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Donc premier exemple. Deuxième exemple, alors on n'est plus du tout au même endroit, on est dans les Vanuatu, sur l'île de Tongoa, qui est l'île la plus au nord de l'archipel des Vanuatu. Et c'est la fouille d'une sépulture d'un chef qui s'appelait Mvasoe Nua, alors je ne sais pas si on prononce comme ça, mais qui vivait au XVe siècle et qui est connu par la tradition locale, qui a conservé son histoire et qui avait gardé l'emplacement de sa sépulture. Et donc, cette sépulture a été fouillée dans les années 60 par José Garanger. Et on voit très bien ici, alors le mobilier, ils n'en ont pas beaucoup, donc il n'y a pas trop d'asymétrie de mobilier, parce que, évidemment, ces asymétries, je ne l'ai pas précisé, mais elles ne sont pas tout le temps là. Elles peuvent être variables, elles peuvent être associées ou pas, elles peuvent être plus ou moins fortes. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'asymétrie de mobilier. Par contre, vous voyez, bon, le chef, il est là, il est au pied de sa stèle. Autour de lui, il y a trois femmes. Et puis un peu décalé sur la droite, donc en position un peu décentrée, la légende dit que c'est son suivant qui est chargé du maintien de la paix, qui lui aurait été drogué avant de l'inhumer, dit la tradition orale, tandis que les femmes, pas du tout, enterrées vivantes. Voilà, donc là aussi, une asymétrie. Alors, est-ce qu'on va trouver ça au paléolithique supérieur? Alors quand on regarde, bon je ne vous les détaille pas, mais quand on regarde les sépultures doubles du paléolithique supérieur ou récent,
il n'y a pas trop d'asymétrie quand même. Hein. Quand on regarde, ça me paraît même des fois très symétrique. Il y a quand même quelques cas où on peut se poser la question. Alors vous avez sur la gauche la sépulture 2 de Barma Grande, donc qui est en Ligurie, et c'est une sépulture gravétienne, où vous avez un homme adulte qui est inhumé avec deux filles qui ont 12-15 ans. Et vous voyez que lui, il est sur le dos, elle le regarde. Alors, c'est pas strictement symétrique, comme ça paraît pas non plus extrêmement décalé. Mais je vous ai mis à côté une autre illustration, alors ça vient aussi des Vanuatu, mais c'est une autre fouille, c'est la fouille dite de Roy Mata, pour ceux qui auraient pu entendre. Donc Roy Mata, c'était un grand chef aussi des Vanuatu, toujours une fouille de José Garanger. Et en fait, ce sont des couples qui accompagnent Roy Mata, et les femmes accompagnent les hommes. Donc là aussi, les hommes ont été drogués, semble-t-il, puisqu'on a la même chose, la tradition orale qui permet d'en dire un peu plus, et puis les femmes, pas du tout. Et donc vous voyez, bon, on va pas dire que c'est pareil, hein, on va pas faire l'assimilation, mais enfin, ça interroge quand même. Et puis, on vous a parlé, Jacques vous a parlé tout à l'heure de la sépulture triple de Donny Vestonich. Donc là, même chose, on a trois individus qui sont je sais pas ce que je fais, qui sont trois grands adolescents, entre 15 et 20 ans, c'est trois garçons. Donc vous en avez un au milieu, alors vous allez me dire, quand il y en a trois côte à côte, il y en a forcément un au milieu, mais lui, il a un dépôt d'ocre assez abondant au niveau du bassin que n'ont pas les autres. Celui qui est à sa droite semble quand même l'indiquer, et celui qui est à sa gauche, il est sur le ventre. Et Jacques a souligné combien il y avait peu de sépultures de dépôts humains sur le ventre pour le Gravétien. Donc, ce qu'on a tendance à se dire, c'est que ce qu'on s'imagine des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, au moins du paléolithique supérieur, la mésolithique, ça commence à être discuté, c'est qu'on est plutôt dans des sociétés égalitaires, non hiérarchisées, sans autorité, enfin, des gens parfaitement égalitaires. Donc, l'absence d'accompagnement hiérarchique, ça irait très bien. Mais on ne peut pas non plus confirmer, enfin, on ne peut pas affirmer que tout le long du paléolithique et partout en Europe, nulle part il y a eu des sociétés qui aient pu, à un moment où une sorte de hiérarchisation ait pu émerger. Et puis, on voit quand même que la lecture des données, quand on n'a plus les sources, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, quoi, hein. Voilà, donc, point d'interrogation pour l'accompagnement hiérarchique. Et donc, pour conclure, la première question... pourquoi on met ensemble des gens et pourquoi en particulier les chasseurs-cueilleurs ont pu le faire? Il n'y a certainement pas une réponse unique, mais certainement un ensemble de plusieurs possibilités. Donc l'accompagnement non hiérarchique au sens où on tue les enfants à la mort des parents, des autres formes telles que le GEPI qu'on peut complètement ignorer parce qu'elles ont complètement disparu. On peut bien sûr avoir les épidémies et la violence armée, ça il n'y a pas de doute, et puis tous les morts qu'on peut transporter. Il faut noter que ces trois explications s'accordent parfaitement bien avec le trop d'enfants observés dans les sépultures multiples. Donc le fait qu'il y ait trop d'immatures, ça colle avec les trois. Alors, me reste l'autre question, pourquoi il y a plus de ça au paléolithique que chez les néolithiques? Bon, là, c'est pas si évident que ça d'y répondre, parce que cette cause-là, elle existe aussi chez les agriculteurs et enfin chez les producteurs d'une manière générale, et même peut-être plus sûrement. Donc il n'y a aucune raison qu'il y en ait plus au paléolithique qu'au néolithique. Donc ça voudrait dire que ces deux-là sont beaucoup plus importantes et qu'ils tuaient plus de gamins ou ils transportaient plus de morts. Ça, c'est la première solution. Il y en a une autre, en fait, c'est qu'on a une vue complètement biaisée et qu'on est face à un biais statistique, parce que le taux de sépultures multiples, il se calcule par rapport au nombre de sépultures qui ont été retrouvées et pas par rapport au nombre de morts. Une explication possible, c'est que certaines formes de morts qui conduisaient à ce qu'il y ait des morts simultanées aient plus fréquemment entraîné le dépôt, l'inhumation. Noémie a abordé ce matin, là, elle vous a montré qu'il y a une certaine variabilité des pratiques funéraires
chez les chasseurs-cueilleurs. Alors c'est extrêmement bien documenté ethnographiquement, c'est des gens qui font tout et n'importe quoi, et on peut supposer que c'était un peu pareil au Paléolithique. En tout cas, il semble qu'il manque des morts. Donc on serait en face à un biais où la façon de mourir conditionnerait le fait d'avoir été inhumé. Et donc ça pourrait expliquer qu'on ait un taux un peu plus élevé. Mais ce ne sont que des pistes, et je ne sais pas si on aura un jour la réponse définitive. Et en attendant, je vous remercie pour votre attention.